Et ce sont des drames auxquels on est devenu sensible. Mardi, il y a eu un adolescent de 15 ans roué de coups à Bobigny, près de son collège. Le même jour, un autre jeune de 17 ans a reçu des coups de couteau, c'était à Bagneux. Il y a 2 semaines, la mort du jeune Elias, 14 ans, poignardé pour son téléphone portable, avait ému et alerté jusqu'aux plus hautes autorités, comme celle d'Abbas, tout près du lycée Rodin à Paris, quelques jours avant Noël. Si ces différentes agressions ont toutes leur contexte particulier, elles ont le trait commun d'être le fait de jeunes, voire de très jeunes hommes à l'encontre d'autres jeunes pour des raisons futiles, au moins disproportionnées. Et il est certain qu'achever sa vie à 15 ans dans une bagarre où il a commencé avec un meurtre et 10 ans de prison oblige l'ensemble de la société à réfléchir. Ce matin, pour en parler, nous recevons Audrey Teco. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en studio avec nous. Vous êtes chercheuse en sociologie. Vous avez soutenu tout récemment une thèse, fruit d'un contrat de recherche avec le département de la Seine-Saint-Denis sur les embrouilles de cité, ces violences entre bandes territorialisées, très spécifiques, mais dont on peut tirer des clés de compréhension plus larges. La première, c'est la discordance des discours, des représentations de cette violence juvénile entre les jeunes eux-mêmes et les adultes qui gravitent autour pour la réduire. Que disent les adultes, d'abord, Audrey Teco, et puis que disent les jeunes concernés? Alors les adultes que j'ai pu rencontrer, qui sont des professionnels qui interviennent en direction des jeunes, des habitants, des acteurs associatifs, vont avoir tendance à apporter des représentations assez négatives sur les jeunes, en évoquant que les jeunes sont dans une forme de banalisation de la violence, une insouciance de la mort, qu'ils pensent que la vie se démultiplie à l'instar des jeux vidéo, qu'ils se trouvent en incapacité de donner du sens à leur conduite sociale violente et qu'ils sont aussi en incapacité de s'engager dans la lutte contre ces mêmes violences. Là où les jeunes que j'ai pu rencontrer dénoncent tous et toute la violence, donc que ce soit les jeunes impliqués, mais aussi les autres, ils sont aussi en capacité de donner du sens à leur engagement dans les embrouilles de cité, et donc ils vont faire écho dans leur discours à des travaux déjà sociologiques, de Marwan Mohamed notamment. Ils vont évoquer la question de l'honneur. Il y a un jeune, par exemple, en entretien qui m'a dit l'honneur, c'est une forme de condition dans les quartiers que je ne peux transgresser et qui va m'amener à m'engager dans les embrouilles. Il y a les jeunes aussi qui vont évoquer la question de la reconnaissance, que les embrouilles, ça leur permet d'être reconnus et donc parler de ces enjeux aussi de valorisation qu'ils requièrent dans leur engagement. Vous avez pu, vous, les entendre, ces jeunes, car vous êtes allé faire de multiples entretiens auprès d'eux, des entretiens non directifs, vous le précisez, car ils réagissent mal à la question, ça rappelle trop l'interrogatoire de police ou l'interro des profs. À ce propos, les racines de cette violence, est-ce qu'on ne la trouve pas dans l'école ou plutôt dans la déscolarisation? Vous citiez le sociologue Marwan Mohamed, qui parle de jeunes qui n'ont pas tant décroché scolairement, qui n'ont jamais accroché en échec scolaire depuis le CP. Est-ce que vous l'avez aussi observé? Moi, ce que j'ai observé effectivement dans les jeunes, des profils de jeunes que j'ai pu rencontrer, c'est que la grande majorité ont une relation dégradée à l'école, difficultés scolaires, échecs scolaires, absentéisme, voire décrochage scolaire. Ce que je peux aussi indiquer, c'est que les jeunes les plus impliqués sont aussi les jeunes qui ont le plus fort sentiment d'injustice scolaire. Et j'ai un jeune, par exemple, qui m'a dit en entretien, à l'école, j'ai pas ma place, mes notes, c'est zéro. Dans les embrouilles, j'ai ma place, je me sens vivre. Donc il y a aussi cette idée que c'est une forme d'échappatoire pour eux. Est-ce qu'ils vous parlent de leur famille? Alors ça peut arriver que dans les entretiens, les jeunes impliqués évoquent leur famille. Ils ont tendance à évoquer aussi des difficultés sociales, familiales, souvent des familles monoparentales avec des mères seules et ils sont souvent les cadets de leur famille. C'est ce que j'ai pu identifier aussi. Alors, on sait qu'il n'y a pas de hausse statistique de la violence des mineurs, mais on a quand même le sentiment que le geste brutal, celui du coup de poing, du coup de pied, du coup de couteau, vient vite. C'est quand même pas rien de plonger un opinel dans l'abdomen de quelqu'un. D'où leur vient, à votre avis, cette familiarité à la violence? Je ne sais pas si vous le diriez comme ça. Alors, ce que je peux dire effectivement, c'est que sociologiquement, on n'a pas de données qui attestent d'une montée en puissance de la violence. Il y a plutôt une stabilité sur ces questions. Ce qui est aussi important de dire, c'est que les mineurs représentent quand même une infime minorité des homicides. Ensuite, moi, je serais plus tatillonne sur le fait de parler de familiarité avec la violence. Ce que je peux dire, c'est que les jeunes sont plus familiers à la question du risque dans les quartiers populaires, notamment en raison d'une familiarité plus grande avec cette culture et qui sont peut-être plus habitués à la question de la mort. Il y a un jeune entretien qui m'a dit on ne souhaite la mort de personne, mais la mort, quand tu vis dans une cité, ça fait partie du quotidien. Donc je pense qu'il y a plutôt quelque chose de cet ordre-là. Alors, nombre d'acteurs institutionnels sont en charge de la pacification ou du redressement de cette jeunesse délinquante, ça dépend comment on la prend en charge. L'école, les éducateurs de rue, les services jeunesse de la ville, les associations. Quel regard vous portez sur leur travail, Audrey Teco?
Alors la question de la prise en charge, des embrouilles est une question complexe puisqu'il y a différents acteurs, qui se, mettent autour de la table. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des enjeux de coopération, qui sont, donc liés puisqu'il y a des acteurs, éducatifs, nombreux, qui se retrouvent autour de la table. Il y a des efforts, il y a des volontés, mais il y a une forme aussi de difficulté à intervenir sur ces questions parce que, notamment, le travail dans l'urgence est plus aisé. C'est-à-dire que quand il y a un mort, les acteurs éducatifs parviennent quand même à penser des réponses, mais ils ont tendance à dire, et là je cite un enquêté qui m'a dit, quand il y a un mort, euh, on arrive à se réunir, à travailler ensemble, et après, tout tombe dans l'oubli. Et ces questions de coopération, ces difficultés à travailler ensemble, elles sont aussi liées à des fonctionnements institutionnels qui sont différents, des cultures professionnelles, des identités professionnelles aussi qui divergent. Par exemple, Par exemple, au sein de l'institution scolaire qui a beaucoup, fait, l'actualité, lors de ces derniers événements, eh bien, par exemple, les acteurs non scolaires vont dire qu'ils travaillent de manière différenciée avec les collèges. C'est-à-dire que en fonction des contextes scolaires et des chefs d'établissement, la degré de coopération peut varier. Par exemple, moi, j'ai, mis en place, on va dire, une forme de typologie où j'analyse que, eh ben, il va y avoir, par exemple, les principaux de collèges dits engagés qui vont ouvrir leurs portes, qui vont travailler en partenariat avec avec les associations de quartier, avec les éducateurs, de rue. Il va y avoir, aussi, les passifs qui vont dire que c'est une problématique pour l'institution scolaire, mais qui ne vont pas forcément s'emparer d'un point de vue de l'éducation éducative concrète de la question. Et enfin, il va avoir ce que j'appelle les imperméables qui vont considérer que, je cite, c'est un problème de cité qui doit rester dans la cité et donc ils ne vont pas coopérer avec les acteurs extérieurs. il y a, plus généralement comme une manière de ne pas écouter les jeunes et puis aussi de ne pas faire confiance ou pas assez du moins aux habitants, les parties prenantes, par exemple les collectifs de mamans. Vous avez suivi une association qui travaillait à la réconciliation des bandes, c'était eux-mêmes de tout jeunes gens, racontez-nous? Oui, ce qui est important de dire, c'est que les jeunes, dans leur discours, ils disent que les adultes ne nous écoutent pas. Ça, c'est aussi un de leurs discours et c'est aussi une forme de violence. Et donc, il y a des jeunes que j'ai, accompagnés pendant 9 mois, qui avaient, 13 ans quand ils ont fait, l'expérience de 2 deuils successives, dans des, décès liés, aux violences, entre bandes et donc ils ont décidé, et ça, ils le disent dans la raison d'être de leur association, partis du constat que les acteurs autour de nous sont en difficulté et partis aussi du constat que nous sommes les principaux concernés. C'est un problème qui provient de la jeunesse et nous sommes les plus à même donc d'y répondre. Ont décidé de se constituer en junior association pour aussi ritualiser leur expérience de deuil et donc ont développé un certain nombre d'actions, des maraudes interquartiers, des maraudes interterritoires où finalement des jeunes de cités rivales se réunissent pour préparer des repas, pour les distribuer ensuite. Ensuite, ils vont aussi témoigner dans les collèges à l'aide de leurs courts-métrages pour sensibiliser la jeunesse sur cette question. Les jeunes écoutent les jeunes, une règle que les influenceurs, les publicitaires ou les mouvements de jeunesse comme le scoutisme par exemple ont bien compris, mais que, on l'entend, les institutions peinent à mettre en œuvre. Merci beaucoup Audrey Teco. Merci à vous.